sommes dans le petit village de Gerbex, en Savoie. C'est ici que Delphine, 35 ans, élève ses 5 enfants. Abigail, 13 ans, Nathaniel, 11 ans, Manoa, 9 ans, Zachéo, 6 ans et le petit dernier, Siméon, 2 ans. Tu le bois ou tu fais des bulles? Il est 10 heures et chacun se réveille à son rythme. Mais dans cette famille en apparence ordinaire, c'est tous les jours pareil, car aucun des enfants ne va à l'école. Comme près de 3000 familles en France aujourd'hui, Delphine a choisi d'instruire ses enfants en famille. Je trouve que ça me donne plus de liberté et plus de souplesse dans la gestion de mon temps. J'organise mes journées un peu au coup par coup et je me sens moins sous pression par rapport aux horaires. Le stress d'être à l'heure à l'école, de les récupérer à l'heure, c'est bon, ça me gave. Si elle refuse de subir les contraintes de la vie scolaire, elle a aussi des raisons plus personnelles. J'ai le sentiment d'avoir vécu beaucoup dans la solitude et la solitude et le silence me terrifient. Seule avec moi-même, je me sens pas forcément à l'aise. Alors c'est vrai que le fait d'avoir les enfants à la maison, j'apprécie parce que ça me permet de recréer des liens avec eux. Je dirais de me guérir aussi de choses qui m'ont blessée quand j'étais peut-être plus jeune ou enfant. En France, seule l'instruction est obligatoire, pas l'école. Alors comme la loi l'y autorise, il a suffi à Delphine d'une simple déclaration à la mairie pour retirer Abigail et Nathaniel de l'école il y a 5 ans. Manoa et Zachéo, eux, n'ont jamais été scolarisés et pour Siméon, le petit dernier, ce sera pareil. C'est maintenant l'heure des activités éducatives. Une grande pièce de la maison a été aménagée à cet effet, mais ici, pas de programme imposé. Bon allez, qu'est-ce que tu veux faire toi? Tu veux qu'on fasse le pulse du drapeau? Qu'est-ce qui t'arrive? 19, T'as fini? D'accord. 20, 31. Tu veux faire du dessin, Siméon, maintenant? Delphine refuse de jouer les institutrices à domicile. Elle a choisi de pratiquer l'apprentissage informel. J'ai pas de programme précis. J'ai des idées, des choses qui me paraissent essentielles, comme l'acquisition de la lecture avec un sens, ou comme les 4 opérations, enfin en sachant qu'en vrai on utilise toujours la calculatrice dans la vraie vie. Hormis ça, je pense que plus ça va, plus je leur fais confiance sur les capacités à apprendre ce dont ils ont besoin. Le principe, intervenir le moins possible, même s'il lui a fallu du temps pour lâcher prise. Là j'ai mis des petites plaquettes pour qu'ils viennent voir quand ils ont besoin pour s'en souvenir. Je les laisse pas totalement libres pour tout. J'essaye de cadrer le moins possible pour leur faire le plus confiance possible et les accompagner le plus possible sur leur centre d'intérêt. Mais j'ai encore beaucoup de craintes et beaucoup d'angoisse, alors il y a des choses que j'impose encore. T'as un problème? Bah non, j'ai suivi la première feuille. Mais de plus en plus, elle laisse ses enfants libres d'apprendre ce qu'ils veulent et à leur rythme. Quand ils en ont marre, ils en ont marre, ils passent à autre chose. Puis c'est pas pour autant qu'ils vont pas y revenir dans 1 heure, 2 heures, 3 jours, 1 mois, 3 semaines, 2 ans, 10 ans. Ou pas du tout. Mais nous allons voir que ce choix d'éducation en famille n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Delphine ne travaille pas car elle passe toutes ses journées à s'occuper de ses 5 enfants. Pour elle, l'instruction en famille, c'est donc un job à plein temps. Et c'est Eric, le mari de Delphine, informaticien, qui subvient seul aux besoins de toute la famille. Pour lui aussi, l'idée de l'instruction en famille s'est imposée très tôt. Hello. Ça va mon cœur? On a pensé à l'instruction en famille avant même de faire des enfants. Dès que... Non, c'était la maman. Quand on s'est rencontrés, on en avait parlé. Et on connaissait des amis qui faisaient l'instruction en famille. Et on trouvait ça très intéressant de pouvoir avoir les enfants à la maison et de pouvoir les accompagner un maximum de temps. Mais c'est seulement quand Nathaniel rencontre dès le CP des difficultés scolaires dues à son hyperactivité qu'ils vont franchir le pas. Il perturbait la classe, il rentrait pas dans le cadre, il jouait pas les règles, il n'arrivait pas à s'y plier et il était en souffrance à cause de ça. Et donc du coup, voilà, on a choisi une autre solution. Et après, on a laissé les autres libres de décider si oui ou non ils voulaient faire pareil ou pas. Pour moi, c'était difficile, toutes les semaines être convoqué ou tous les 15 jours être convoqué par la maîtresse parce que mon fils avait été comme ceci, avait fait ceci, cela. C'était un peu compliqué, j'avais presque envie de dire, mais madame la maîtresse, il est avec vous à l'école, quoi. Et donc c'est à vous d'apprendre à le gérer. Surtout, on leur suggère de mettre leur fils sous traitement pour qu'ils se tiennent tranquilles en classe. Je me suis dit non, je vais pas arriver à des alternatives où on va droguer notre fils pour qu'il se tienne tranquille à l'école et puis le reste du temps il pète un câble à la maison après, c'était juste pas possible. Mais à l'époque, choisir l'instruction en famille, c'est faire un saut dans l'inconnu. Quand Nathaniel a eu des problèmes à l'école, je me suis renseignée pour savoir en France comment est-ce que ça se pratiquait et si ça se pratiquait. Parce que les gens qu'on avait connus étaient des gens qui vivaient à l'extérieur de France en fait. Et ça me semblait du coup normal ou légitime. Et des gens qui le pratiquaient en France, des Français qui pratiquaient en France, je connaissais pas.
Mais une fois franchi le pas, on n'est pas totalement libre pour autant. Dans quelques mois, les enfants doivent recevoir la visite de l'inspecteur de l'éducation nationale, un contrôle annuel obligatoire que toute la famille appréhende. L'année dernière, ça s'est plutôt mal passé. La première fois qu'il est venu, je sais pas, je me sentais pas bien. On était comment déjà, maman, tous? Très stressés. Ouais. Très angoissés et très stressés. Tout le monde, aussi bien Abigail que nous. Hein. Je pense même que c'est nous qui... On leur a communiqué notre stress aussi. On savait pas trop à quelle sauce on allait se faire manger. Dans le rapport, limite, c'était marqué des cas sociaux, puisqu'il disait que les parents n'arrivaient pas à gérer les enfants, que les enfants criaient, qu'ils n'étaient pas indisciplinés, ainsi de suite. Delphine et son mari connaissent pourtant leurs obligations. À 16 ans, leurs enfants devront avoir un niveau comparable à celui des élèves scolarisés, et ce, dans tous les domaines. Ça nous met la pression chaque fois parce que quand même s'il y a des lois, c'est parce que derrière il y a des sanctions. Une des sanctions, c'est l'obligation de rescolariser, voire même de la prison si on est dans des cadres extrêmes, je dirais. Monsieur Roger est l'inspecteur de l'académie en charge de contrôler la famille et pour lui, même en dehors des cas extrêmes, ce choix éducatif est discutable. J'ai des doutes sur l'intérêt pour certaines familles de décider ce type de scolarisation pour leurs élèves, ou ce type d'instruction plutôt, puisque justement ils ne sont pas scolarisés. Je constate des élèves qui sont avec des connaissances un peu minces. Bon, c'est le choix des familles, mais en quelque sorte, ils choisissent de les exclure d'une certaine façon ou de leur donner moins de chance au moment d'entrer à l'université. Là, ce qui sera demandé à l'enfant, c'est quel est son niveau. Et là, on peut avoir quelques inquiétudes. Mais Delphine refuse que ses enfants subissent la dictature de la note et elle supporte mal ces contrôles qu'elle trouve inutiles, voire humiliants. Le socle des compétences et connaissances, il est sur le site de l'Éducation nationale. On l'a imprimé, on l'a à la maison et avec les enfants, on l'a lu. On l'a lu, on a vu qu'est-ce que ça pouvait nous demander. Et puis on s'est dit, tiens, ça on sait faire, ça on sait faire, ça on sait pas faire. Et puis je pense que je le relirai comme ça, sporadiquement, de temps en temps, justement à cause de cette exigence qu'on nous impose, justement à cause de ces contrôles qu'on nous impose. Parce que si j'avais ni contrôle ni exigence, quelque part, je m'en fous royalement. Mais pour l'inspecteur, l'école ne sert pas qu'à apprendre, elle aide aussi à se construire. Il y a tout un discours qui accompagne le choix de ses parents et un discours sur la non-contrainte, attendre le désir des enfants ou ce genre de choses. Mais ce n'est pas comme ça que l'on grandit. C'est en lui disant, mon grand, ce matin tu te lèves, tu vas à l'école, et puis tu vas bien travailler à l'école, et on apprend à être positif avec lui, et cette fermeté pleine d'amour, c'est ce qui aide l'enfant à grandir. Or, la question que tout le monde se pose, c'est celle de l'avenir des enfants. Un certain nombre d'entre eux réussiront sans doute. Ce qui m'inquiète, c'est tous ceux qui ne réussiront pas, et à qui, d'une certaine façon, on n'a pas donné toutes les chances qui auraient pu être les leurs. Une question à laquelle Abigail sera bientôt confrontée. L'année prochaine, elle compte se présenter au brevet des collèges. Et si elle échoue, elle devra passer un test d'orientation pour réintégrer l'école un jour. Mais aura-t-elle le niveau ce jour-là? La question n'inquiète en rien Delphine, car elle est sûre d'avoir fait le bon choix pour ses enfants. D'ailleurs, elle n'envisage même pas de les voir reprendre un jour le chemin de l'école. S'ils décident tous de retourner à l'école d'un coup, ça va vraiment être compliqué pour eux de se remettre à jour. Mais s'ils sont motivés, ils le feront. Après, s'il faut que je me coache le matin pour les mettre au quart alors que j'ai pas envie de me lever, s'ils sont assez grands pour décider d'y aller, ils seront assez grands pour se lever le matin et aller au quart sans que je sois obligée d'être derrière leurs fesses. Et ça sera pas à moi de payer le dommage collatéral. J'ai pas forcément envie de me retrouver sous l'imposition d'un choix de vie à eux qui me contrarierait moi. Comment tu t'appelles? Cet après-midi, Delphine et ses enfants retrouvent d'autres familles non scolarisantes de la région. Pour les parents qui ont choisi ce mode d'éducation encore marginal, c'est un moyen de se sentir moins isolés. Car en dehors de ce petit cercle, ils se sentent souvent incompris. J'ai une de mes tantes qui revient sur le sujet de façon récurrente. Chaque fois que je la vois, et ça l'ennuie. Elle me dit, mais t'as pensé à tes enfants? J'ai l'impression que je fais que ça de penser à eux. J'ai pas un choix. C'est très égoïste. J'ai fait ce choix-là parce que moi, il me convient, parce que moi, je m'y sens bien et que j'ai l'impression que mes enfants aussi, point. On arrête d'en parler? Mais non, qu'est-ce que tu votes? Ils sont donc regroupés au sein d'une association d'échange et d'entraide et régulièrement, ils organisent ensemble des activités. Comme tu dis aux voisins ou à la famille,
Je trouve que ça donne un cadre rassurant. Oui, ils vont pas à l'école, mais on a une association, on rencontre d'autres familles qui font ça, on échange et on paraît moins bizarre. Parce qu'une association, ça veut dire qu'il y en a d'autres, qu'on n'est pas tout seul au monde à avoir fait ce choix. Une association, on l'a déclaré en préfecture. On l'a déclaré. Donc le gouvernement a dit oui, quoi. Mais la journée de Delphine est loin d'être terminée. Emma, toi, c'est où ta chambre? Il est presque 22h et dans la chambre des enfants, l'animation bat son plein. Soudain, des femmes surgirent de tous côtés. En un instant, la voiture rose fut encerclée. Pour l'heure du coucher, là non plus, pas de règles strictes. Delphine et son mari n'imposent pas d'horaire particulier à leurs enfants, car après tout, aucun d'entre eux ne devra se lever le lendemain pour aller à l'école. Parfois, vers minuit, 1h du matin, il y a des petites lumières qui clignotent encore. Et c'est grave pour vous? Pour moi, c'est pas forcément gênant si le lendemain, on n'a pas une activité. Par contre, si on a une activité, le lendemain, ils vont sentir que la fatigue, elle est là et que la prochaine fois qu'on aura une activité le matin, il vaut peut-être mieux pas traîner jusqu'à 1h avant d'aller se reposer pour de bon. Pas d'horaire, pas d'école, pas de leçons obligatoires. Delphine sait que ce mode d'éducation est loin de faire l'unanimité. Mais dans sa famille, personne ne s'en plaint vraiment. Alors pour elle, ce qui compte avant tout, c'est le moment présent. Je crois que d'être heureux ici et maintenant, c'est plus important que de se violenter pour se dire « et si, en faisant ça, demain je serai heureux ». Je suis sûre que pour ici et maintenant, c'est le bon choix. Et nous allons voir que pour imposer ses convictions, Delphine est prête à s'engager à fond. Le lendemain, Delphine accompagne les garçons à un atelier découverte. On reproche souvent aux parents qui pratiquent l'instruction en famille de ne pas socialiser leurs enfants. Alors Delphine multiplie les activités pour qu'ils restent ouverts sur l'extérieur. Ici, Manoa et Zakeo côtoient d'autres enfants de leur âge qui, eux, sont scolarisés. Quoi pour le secteur? Après, on descend comme ça. Toi? On fait après. Et après. Au milieu, comme ça. Zakeo a 6 ans, comme Dylan, qui va à l'école. Mais quand il s'agit de former des chiffres sur un tableau, la différence est nette. Pour Dylan, rien de surprenant. Rien presque à la maison, c'est à l'école qu'on a. Quant à la petite Mélanie, elle aussi scolarisée, elle comprend mal la situation de Manoa. Alors à sa façon, elle essaye de le convaincre du bien fondé de l'école. À l'école, on apprend beaucoup de choses et tout. Ouais, mais tu te fais punir. Bah, c'est le but du jeu, c'est de travailler, hein, c'est pas de faire punir. Bah, tu peux t'instruire en famille. Hein. Je préfère aller à l'école, c'est plus magnifique. C'est pas magnifique, c'est qu'on apprend mieux, voilà. Manoa ne semble pas convaincu. Mais quand Delphine à son tour tente d'expliquer ses choix éducatifs à des mères d'enfants scolarisés, elle a aussi du mal à convaincre. En fait, on privilégie beaucoup les sorties, beaucoup l'intérêt, la curiosité des enfants pour les suivre dans leurs questions. Et ça, c'est aussi des choses qu'on fait tous les jours, sans faire, soi-disant, de l'école à la maison. C'est être à l'écoute de ses enfants. Moi, je vois ce que mes enfants apprennent à l'école et qu'ils apprendront jamais chez moi, c'est le savoir s'asseoir, se taire, savoir écouter. Après, nous, on va leur apporter la curiosité, des réponses, des questions. J'imagine pas pouvoir me substituer à un apprentissage. À chacun ses convictions, mais il en faut beaucoup plus pour entamer celle de Delphine. Eric vient à peine de rentrer du travail, mais pas question de souffler. Au programme, avant la tombée de la nuit, balade en forêt. Pour Delphine, il n'y a pas de lieu particulier pour apprendre. Inutile donc de laisser ses enfants enfermés des journées entières en salle de classe. C'est des bâtons. Regarde, on a trouvé le scarabée bleu qu'on cherchait. Tiens, pousse. Écrase. Il est mort, il est en train de mourir, il est en train de se mettre en hibernation, il a pas l'air très en forme. Plutôt que de les sacrifier aux valeurs de compétition et de soumission à l'autorité, Delphine préfère être à l'écoute de leur curiosité naturelle. J'ai pas l'impression que mes enfants soient moins dégourdis. Dire plus, ça serait mettre une échelle de valeur en les valorisant vis-à-vis des autres. Alors j'ai pas envie de faire ça. J'ai juste envie de dire que quand leur curiosité, on y répond, la curiosité, elle continue, quoi, elle s'arrête pas. Je me rends compte que mes enfants ont appris certaines choses lorsqu'au cours de la journée, de différentes activités communes, ils me sortent une phrase, ils me sortent une exclamation, ou c'est moi je dis tiens, il sait un truc comme ça, mais je savais pas qu'il savait ça. Et il n'y a pas un jour sans qu'elle s'en émerveille. Mais seront-ils vraiment préparés aux difficultés du monde des adultes ?